Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est le rendez-vous dominical d'échange entre les journalistes de poids et les experts à la science avérée. Pour vous, ils revisitent les faits majeurs de la semaine. Et le fait majeur cette semaine, c'est le réaménagement gouvernemental de vendredi dernier. Les observateurs ont parlé de la surprise du chef. Alors que les supputations de ces derniers mois sur le sujet s'étaient tues, le président de la République a pris l'opinion nationale de court. Le gouvernement Yang 4 est là. Le contexte, les enjeux et l'opportunité de ce réaménagement retiennent l'attention de nos invités ce soir. Également au menu ce soir, quelques-unes de vos rubriques habituelles, les unes du lundi, la revue de presse et les focus. Nous donnons la parole ce soir à plusieurs élus de vendredi dernier. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. C'est en mode selfie. Bonsoir, même Badi, journaliste économique et correspondant du Jeune Afrique au Cameroun. Par rapport à la problématique de ce soir, notamment pour ce qui est de l'économie, on constate qu'il y a eu des permutations. Ça veut dire que nous avons affaire à deux acteurs qui connaissent très bien leur domaine. Et on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi c'est cette permutation, mais je pense qu'il y a peut-être une bonne dose de volontarisme qu'on veut impulser, notamment à l'action économique, surtout au ministère des Finances, surtout quand on sait ce que, en matière d'économie, vaut le nouvel arrivant. Bonsoir, je suis Jean-Bruno Tagne, journaliste. J'ai écouté avec intérêt le dernier réaménagement gouvernemental qui a été fait par le président de la République. Ce que l'on peut observer, c'est que Paul Biya est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il a tenu à démontrer à travers ses choix qu'il reste le maître du jeu, qu'il ne subit le diktat d'aucune opinion publique ou alors de qui que ce soit. C'est dans ce sens ou alors sous ce prisme-là que l'on peut comprendre par exemple le maintien au poste de Premier ministre de Philémon Yang que tout le monde annonçait partant. Il y a également un certain nombre de surprises dans ce gouvernement-là et je pense qu'on aura le temps de développer tout cela pendant l'émission. Bonsoir, je m'appelle Asho Nienti, chef service politique au poste national de la Sierra TV. Par rapport au réaménagement gouvernemental, je ne peux pas dire d'emblée que c'est une solution comme potion magique aux remous sociopolitiques dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je dirais plutôt que c'est une réponse forte à certaines revendications, puisque désormais on ne dira plus qu'un anglophone n'a jamais occupé un poste ministériel de souveraineté, dite de souveraineté, ou un ministère de l'éducation, puisque c'est désormais chose faite. Je suis Aboya Ndomanassé, professeur titulaire des universités. Le remaniement ministériel intervenu le 2 mars 2018 correspond aux préoccupations de l'heure susceptibles de développer l'agenda politique à venir. Ces préoccupations étaient à l'évidence le souci de confier aux anglophones deux ministères, un de souveraineté et un autre dédié aux enseignants. En plus de ces aspects-là, il fallait approfondir la mise en œuvre de la décentralisation. Or, un ministère spécialement dédié à la décentralisation et au développement local a été également créé. À mon avis, les principales équations ont été résolues lors du récent remaniement. Retour sur le plateau, vous avez déjà une idée de ce que pense chacun de nos invités ce soir. On vous l'a dit, l'unique sujet sur la table du débat ce soir, c'est le réaménagement gouvernemental intervenu vendredi dernier. Jean-Bruno. Bonsoir Lucrèce. Alors on va le dire comme ça, c'était la surprise du chef. Oui, c'était une bonne surprise effectivement parce que on a annoncé. Ça dépend de quel côté on se situe.
Oui, mais pour les journalistes, effectivement, c'est une surprise sur tous les plans, parce que ce gouvernement l'a maintes fois annoncé et jamais il n'était arrivé. Au moment où le président de la République décide finalement de faire ce gouvernement, personne ne s'y attendait plus, parce que beaucoup avaient pensé que le gouvernement, enfin l'ancien gouvernement irait jusqu'aux prochaines élections, mais le chef de l'État a décidé de former ce gouvernement-là avant le processus électoral qui est prévu. Donc la surprise, c'est au niveau du timing. Il y a également la surprise dans un certain nombre de choix. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission. Alors, Achou Nianti, le président de la République montre une fois de plus que c'est lui le maître du temps, tout au moins en ce qui concerne le gouvernement. Bonsoir, Lucas, merci Bonsoir. beaucoup. Et c'est lui qui est le maître du temps. J'ai lu quelque part, on a posé dans un journal qui gouverne le Cameroun. Et le chef de l'État, le Demas, a prouvé que c'est bien lui qui tient fermement le gouverneur du bateau Cameroun. Vous voyez, on a donné un certain nombre de noms de gens, mais on voit à l'évidence que ces noms-là, ces personnes-là ont sauté. Ça veut dire donc que c'est le nom national, le président le plus probia qui gère vraiment ce pays. Donc pour ça, il est resté égal à lui-même. Voilà. Omer Mbadi, vous avez également été surpris par ce gouvernement, par la formation de ce gouvernement vendredi dernier? Surpris, en fait, quant au timing peut-être. J'étais surpris, mais maintenant quant à la composition, il faut être un observateur de la scène médiatique locale pour se rendre compte quand même que ça spéculait quand même depuis quelques mois et qu'il y avait quelques noms en termes d'entrée ou de sortie qui revenaient. Donc de ce point de vue, on ne peut pas être totalement surpris par effectivement le casting qui s'est élaboré, mais effectivement quant au timing, effectivement on a été surpris. D'autant plus qu'il y a quand même des échéances qui se précisent, mais je pense quand même qu'il fallait politiquement formuler une réponse. Formuler une réponse à un certain nombre de préoccupations. Je crois qu'on aura le temps peut-être de revenir par rapport à ça. Le jour-là, j'étais à Maroua. J'étais à Maroua avec le Mindeb, à qui il dit d'ailleurs bonsoir et félicitations, monsieur Joseph Betiasobo, pour le maintien. Comme à Mindeb, on était là, on est arrivé à Yaoundé, Simalen, vers 19h30 comme ça. Je suis parti chez moi, mais on m'a appelé de loin. Vous ne pouvez pas imaginer, écouter la radio, quelque chose se passe. Dès que je suis entré à la maison, comme chef de politique, je devais rentrer à la radio. Tout à fait. Professeur Aboya, bonsoir. Bonsoir, Lucas. Alors, en parcourant les décrets du président de la République, vous y voyez deux enjeux. Un enjeu politique et un autre conjoncturel, c'est bien cela? Bien entendu, un enjeu politique lié à l'agenda politique que nous sommes en année électorale. Nous sommes dans une année électorale et donc le remaniement ministériel correspond à cette logique-là. Un enjeu conjoncturel parce qu'il y a les préoccupations de l'heure, notamment liées à la crise anglophone, à la demande sociale relative à la décentralisation. Or, on sait qu'en matière de demande en sciences politiques, il y a toujours cumulativement une demande et des réponses. Donc, naturellement, ces aspects-là sont mis en évidence pour encadrer la logique de ce remaniement ministériel. Alors, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Vous avez parlé tantôt de la réponse ou alors de la solution à la crise anglophone. On en discutera tout à l'heure. Des réponses qui transparaissent donc à travers ce gouvernement, notamment à travers la nomination de Paula Tangandji au poste de ministre de l'administration territoriale, mais également Paula Tangandji qui est originaire d'une des régions du Nord-Ouest, je disais donc, mais également la nomination d'une autre anglophone, cette fois-là au ministère des enseignements secondaires. Ce sont des actes majeurs qui ont été posés par le président de la République et je vous propose d'écouter quelques réactions des nouveaux promus sur cette question-là particulièrement. Il s'agit de ces ministres qui entrent dans le gouvernement, notamment Paula Tangandji et Paul Tasson, mais également Elung Che Paul. Le chef d'État, conformément à ses prises de parole récentes, à ses sorties récentes, a bien tenu compte des réclamations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
honnêtement, je pense que le gouvernement reflète plus que jamais les promesses du chef d'État pour tenir compte de ces revendications afin de promouvoir ce vivre ensemble des Camerounais qui lui est très très cher. Par le passé, il y a eu des grands ministres de la Justice qui étaient les anglophones, les Egwetabi, les Benjamin Toué, les Simon Achiliachou à l'époque. Et bon, il faudrait que nous on prenne ça comme, c'est-à-dire le défi. C'est-à-dire nous sommes là pour travailler. C'est-à-dire il ne suffit pas seulement de demander à occuper certaines fonctions, mais il faut être au niveau aussi. Il faut relever le défi. Je pense que c'est une bonne chose pour les anglophones. Le chef de l'État a l'habitude de confier aux anglophones des postes stratégiques et des postes importants. C'est ce qu'il vient de faire en me nommant ma modeste personne à ce poste du ministère de l'administration territoriale. Et je crois qu'il confirme une fois de plus que vraiment il a toujours fait confiance aux anglophones depuis 1982 et qu'il a toujours d'ailleurs accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Alors, Achou Nienti, comment ces nominations ont-elles été accueillies dans les régions anglophones? Vous avez eu quelques échos? Bon, pas tellement. Je ne me fie pas tellement à ce que les gens disent par rapport à ce genre de choses, puisque je n'ai pas encore fait une descente sur le terrain. Mais c'est, bon, mi-figue, mi-raisin. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas tellement contents, pour ne pas dire qu'ils sont fâchés. Vous voyez, c'est un peu nuancé là. Donc, c'est ça l'atmosphère au nord-ouest et au sud-ouest. Mais c'est très important, ce que le chef de l'État vient de faire. Vous savez, c'était ici, sur scène de presse, que j'avais dit dès les premiers jours que c'est monsieur le président Paul Biya qui a les clés de ces problèmes. Alors, parlant de clés, pour vous, c'est une des solutions à la crise ou alors une des réponses à la crise? Solution, je venais de le dire tantôt, ce n'est pas une potion magique, mais c'est une réponse forte qui va contribuer à décanter la situation sur le terrain. Parce que un anglophone qui est nommé comme ministre de l'administration territoriale, bien que ça n'a plus, c'est-à-dire le portfolio de décentralisation, c'est très important pour les anglophones. Ça c'est dingue. De deux, pour la première fois, un anglophone aussi est ministre de l'éducation. Bon, d'un ministère en charge de l'éducation, parce qu'il y en avait trois. Voilà, il y en a trois. Ministère de l'éducation de base, ministère des enseignements secondaires, ministère de l'enseignement supérieur. Et on pourrait même ajouter le ministère de la formation professionnelle. Ça faisait partie des revendications. Moi, j'ai eu le privilège d'être envoyé au sud-ouest par le directeur général de la CIAT, M. Chandongo, au plus fort de la crise anglophone. Et j'ai écouté les gens. Les gens ont dit ces choses que... Écoutez, nous, on n'a jamais eu un ministre de souveraineté. On n'a jamais eu un ministre de l'éducation. C'est désormais chose faite. Je crois, comme je l'ai écrit aujourd'hui dans un tribune à la radio, que, comme on dit en anglais, one good thing deserves another. Alors, Jean-Bruno Tanier, vous vous êtes intéressé au profil de ces entrants-là, notamment pour la Tangandji et Mme Pauline Nalova-Yonga-Egbe. Qu'est-ce qui ressort de cet examen, que je peux le dire ainsi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je pense qu'en ce qui concerne la crise anglophone, estimer que le choix d'un certain nombre d'individus à qui on a donné des postes ministériels viendrait résoudre la crise anglophone ou alors serait des solutions aux problèmes qui ont été posés, je pense que c'est, pardon de dire ça comme ça, ce serait se tromper de problème, c'est-à-dire que c'est oublier les revendications qui ont été portées. Je pense que les problèmes sont beaucoup plus... Sauf que ça fait partie des revendications également. Oui, mais au niveau du choix des individus, il faut dire que cela risque de produire l'effet contraire recherché. Parce que certains risquent de trouver dans le choix de certains hommes une forme de provocation. Sauf que le président use là de son pouvoir discrétionnaire. Oui, on est bien d'accord. Sauf que là aussi, la population a également la liberté de pouvoir apprécier le choix de tel ou de tel autre. Donc, quand on prend une personnalité comme M. Atangandji, à qui
on confie le poste de ministre de l'administration territoriale, je pense que c'est assez osé. Et il faut être Paul Biya pour faire pareille chose dans le contexte de la crise anglophone, quand on sait comment cette crise a commencé et le rôle qu'il a joué à un moment donné. Il y a également le choix de Madame Nalova Lyonga qui devient ministre des enseignements secondaires. Il vous souvient l'ancien recteur de l'université de Buea. Vous vous souvenez justement des conditions dans lesquelles elle est partie de son poste de vice-chancellor de l'université de Buea. On peut également parler du maintien de l'actuel Premier ministre dans ses fonctions. Il a essayé ce qu'il a pu pour résoudre le problème anglophone. Ça n'a pas toujours été cela. Donc je pense que si on avait besoin de faire les choses en tenant compte des revendications des uns et des autres, on avait besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant que cela. Alors, sans que ça n'ait rien à voir avec les individus, mais pour ces fonction-là, on pouvait aller beaucoup plus loin. Et pour finir sur la question de la crise, les postes, je ne suis pas sûr que cela soit le véritable problème que posent les anglophones depuis quelque temps. Il va falloir à un moment donné qu'on amorce un véritable... Allez peut-être de là. On va revenir sur la question. Achou Nianti, vous avez quelque chose à dire sur les profils tels que présentés par... Non, je voulais seulement dire, depuis 8 ans, je suis chef de service politique ici à la CRO-TV et j'ai constaté quelque chose. Dans un gouvernement, on a besoin des gens loyaux, des gens fidèles. Vous savez, Atangandji n'est pas né avec la crise anglophone. Atangandji est là, c'est le gouvernement. Lui-même, il a dit depuis le premier jour que Paul Biya est le maître, lui étant le serviteur. Et il n'a jamais tergiversé, il n'a jamais changé. Voilà quelqu'un qui a implanté le RDPC à Bamenda. À l'époque où tu n'osais même pas parler du RDPC à Bamenda. Mais il l'a fait. Voilà quelqu'un qui était l'un des premiers à dire que dans la crise anglophone, il y a des mains cachées, des agendas cachés. Et aujourd'hui... Les faits lui ont donné raison après. Les faits lui ont donné raison. Dans un gouvernement, vous avez besoin de gens qui peuvent mourir pour ce gouvernement. Pas seulement des gens qui parlent dans la journée. Et quand c'est difficile, ils rentrent. Mais Atangandji fait partie de cela. Et je crois, moi, dans mon intime conviction, je crois que c'est pour ça que le chef de l'État a porté son dévolu sur ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui est cohérent. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire sur Atangandji. Juste une question, est-ce qu'il pourrait être un interlocuteur avec les anglophones je ne sais pas si c'est son rôle. Le chef de l'État a dit 3 fois qu'il a créé la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme pour essayer de juguler ces problèmes anglophones. Donc je crois que c'est ça l'interlocuteur privilégié. Je ne sais pas si c'est le rôle de M. Atangandji, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt, que M. Atangandji a prouvé par 1000 fois que lui, il est fidèle au chef de l'État. On pourrait vous rétorquer qu'il y a d'autres fidèles. Oui, mais on doit choisir quelqu'un. Toi-même, tu as dit que le chef de l'État exerce son pouvoir discrétionnaire. Tout à fait. Et c'est clair, et c'est net là-dessus. Voilà. Omer Mbadi, vous pensez également que vous pensez que ces profils-là posent problème ou alors ces profils-là sont ceux qui correspondent à l'emploi? Je ne sais pas s'ils posent problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a compris que M. Biya n'était pas dans une logique de consensus avec cela. Autant il accède à une réclamation selon laquelle les anglophones n'accèdent ne sont pas titulaires des portefeuilles dits de souveraineté. Vous avez quand même deux portefeuilles, c'est-à-dire l'administration territoriale et les enseignements secondaires. Autant on voit très bien que le choix de ces profils-là est un message adressé effectivement à une partie, disons comme ça, une partie de la communauté anglophone, que je reste maître de ces choix et je ne vais pas nécessairement vous suivre, même si vous attendez de moi un geste dans le sens peut-être d'un consensus, en prenant des personnalités, en choisissant des personnalités consensuelles. Il ne s'agit pas d'une élection. Donc, pardon? Il ne s'agit pas d'une élection. Il ne s'agit peut-être pas d'une élection, mais effectivement, il est amené, lui, en tant qu'effectivement président de la République, de pouvoir construire une sorte de consensus, ou tout au moins d'amener à un minimum ou moins de reconnaissance parmi les différentes entités de la nation camerounaise. Mais je suis sûr que ce n'est pas la logique qui est la sienne. Donc, je vois très bien qu'il accède à une demande, mais très bien, de notre côté, il freine maintenant quant au profil. C'est la lecture que moi je fais de
Alors, je voudrais que nous écoutions le politologue professeur Aboya Manassé sur cette question-là. Moi, je pense qu'il n'y a rien de surprenant par rapport aux profils qui sont mis en évidence. Madame Lyonga, que je connais personnellement, avec qui j'ai eu à travailler sur la gestion effectivement de la crise, est très redoutée du côté de Boya parce qu'effectivement, elle a tenu tête au syndicat d'enseignants qui voulait lui imposer une ligne de conduite. Je voudrais rectifier. Elle n'est pas partie parce qu'elle a été limogée, elle a été régulièrement appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Et immédiatement, elle a été nommée PCA. Elle aurait pu avoir une prorogation comme les autres. Non, elle avait déjà même bénéficié d'une prorogation. Moi, je pense que ce n'est pas là le problème. Je crois qu'elle est partie, elle a été remplacée quasiment plus d'un an après l'atteinte de sa limite d'âge. À Tangandji, quand nous allions à Bamenda pour le comité interministériel, il était toujours à Bamenda. Donc, c'est quelqu'un qui connaît les couloirs des négociations. Ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est du point de vue du politologue que vous êtes, le président, quand il est face à ses choix multiples, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que il peut faire autrement? Il ne peut que user de son pouvoir discrétionnaire? Non, ce n'est pas ça la logique de la nomination. On ne nomme jamais les gens qu'on ne connaît pas. On ne nomme jamais les gens à qui on ne fait pas confiance. On ne nomme jamais les gens qui ne vont pas faire le travail qu'ils sont censés faire. Et je pense que la logique de nomination du président de la République a toujours été constante. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une rivalité entre, dans l'Ombam par exemple, entre Bolalima et Ndioro. Et les gens disaient que Bolalima était plus populaire, mais lui choisissait toujours Ndioro. C'est lui qui choisit. Vous connaissez bien dans la lutte qui est entre Changabanda et Antoine Chimi. Il choisissait toujours qui il voulait. Je pense que c'est une constance. Ce n'est pas les gens qui choisissent à la place du président. C'est ça que je parle, de pouvoir discrétionnaire. Voilà. C'est un pouvoir discrétionnaire qui correspond à la froideur par rapport aux missions à accomplir. Les gens doivent être redevables de celui qui vous a choisi et non des supporters. Donc les gens font comme si ce sont les supporters qui doivent avoir... Alors qu'est-ce que vous répondez lorsqu'Omer Mbadi parle de refus de consensus? Non, le refus de consensus est un problème qu'il faut mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que... il met ceux qui continuent à s'entêter dans la radicalisation dos au mur. Parce que les gens ont dit qu'il n'y avait pas un ministère de souveraineté confié aux anglophones, qu'il n'y avait pas un ministère consacré à l'enseignement attribué aux anglophones. Là, il accède à ces demandes afin que l'opinion publique prenne acte de ce qu'il a répondu à ces préoccupations-là. Quitte aux autres maintenant de se mouvoir dans d'autres perspectives, soit de s'aligner, soit de continuer à contester, auquel cas on verra qui veut le dialogue et qui ne veut pas le dialogue. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter dans ce choix? Alors, est-ce que, monsieur, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le reste des tâches à accomplir en termes de renforcement de la représentativité des anglophones au sein de l'appareil étatique? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Achuniati, en quelques mots. Avant d'arriver à votre question, je vais d'abord ajouter quelque chose sur ce que le professeur a dit en ce qui concerne Mme Naloba Lyonga Pauline Egbert. Elle était vice-chancellor de Boya. Elle est allée en retraite et après on l'a nommée PCA de l'hôpital général de Douala. Donc elle n'était pas en chômage avant sa nomination comme ministre. Donc je ne comprends pas que c'est des syndicats qui l'ont fait partie des universités. Bon, ça, je ne comprends pas. Bon, je voulais seulement établir cette fait là. Alors maintenant, que faut-il faire pour renforcer la représentativité des anglophones sur l'appareil étatique? Davantage. Il y a 65 postes ministériels, n'est-ce pas? Il y en a combien? 10. Je crois qu'ils sont revenus aux anglophones maintenant. Peut-être si on peut encore augmenter le nombre de postes, par exemple, à 15, 20, pourquoi pas 30 sur 65? Ça peut faire l'affaire. Il y a aussi d'autres postes. Mais je vais dire quelque chose est très important cette fois-ci. Tout ce que vous dites est important. Non, je voulais dire que je sais pourquoi tu poses cette question. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses, comme président du Sénat pour les anglophones. J'ai dit qu'à l'heure actuelle, dans la configuration actuelle de nos institutions, moi j'ai dit ça haut et fort pour la première fois ici à la CRTV. Les anglophones sont mis l'outil avec le poste du Premier ministre dans ces pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est votre avis. Le président du Sénat, c'est bon.
le président de l'Assemblée nationale, c'est bien, mais je dis que c'est mon opinion et ça n'engage que moi. C'est bien lotis avec le poste du Premier bien ministre noté. dans le Cameroun actuel. C'est bien noté, Achou Nienti. Alors, que faut-il faire en termes de renforcement de la représentativité des anglophones sur l'appareil étatique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Jean-Bruno, en quelques secondes. Je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on discute du partage des postes. Parce que je pense que les postes, c'est plus intéressant pour ceux qui les occupent, mais moins pour les communautés. Moi, j'aimerais bien que mon village n'ait aucun ministre, aucun directeur général, rien du tout, mais qu'on ait les routes, l'eau et tout. Maintenant, puisqu'il faut absolument parler des postes, il faut qu'on se souvienne quand même qu'un certain nombre d'anglophones avaient constaté qu'au plus haut sommet de l'État, il en manquait, notamment au niveau de la hiérarchie de la République, c'est-à-dire le président, il est francophone, le président de l'Assemblée nationale, il est francophone, le président du Sénat, il est francophone, le président du Conseil économique ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, mais pour l'instant, au moment où se pose le problème, c'est cela. On a eu un Donc, président si on veut de l'Assemblée nationale qui était anglophone. On est bien d'accord, mais je veux dire dans le contexte actuel. Voilà. Oui, donc on est dans le contexte actuel, c'est un constat qui a été fait. Donc si on veut absolument parler de la représentativité des anglophones, il va falloir redistribuer les cartes à ce niveau-là. Mais je continue à dire que le partage des postes, pour moi, ne semble pas être le problème essentiel des populations. Nous sommes dans un contexte et dans un pays où les gens sont sensibles justement à cette représentation dans l'appareil d'État. Et dire ce que Jean-Bruno dit là, je crois que son village va le maudire. Je crois que c'est vraiment délicat. Les gens ne vivent que dans le cadre de ces représentations. Les postes ne leur apportent rien, mais au moins ils sentent qu'ils participent, que les pouvoirs publics pensent à leur communauté qui est représentée. Donc c'est exactement un système d'élite phare qui draine justement. C'est peut-être justement cette élite-là qui instrumentalise les demandes de postes parce que finalement ça leur revient. Non, pas forcément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une technique qui vise à assurer la cohésion sociale, l'homogénéité de la population et surtout à dynamiser la base de manière à ce qu'elle puisse participer activement à la vie de la nation. Sauf que justement, au-delà des postes ministériels, il va falloir que la chaîne de nomination, de manière intermédiaire, c'est-à-dire que les secrétaires et ainsi de suite, puissent correspondre à ces différents dosages-là, à cette alchimie permettant aux uns et aux autres de se retrouver et d'être représentés. Oui, et d'assumer la cohésion nationale dont tout le monde rêve pour le Cameroun d'aujourd'hui et que les disparités liées au partage de postes ne puissent pas radicaliser les uns et les autres. À condition que le pouvoir ne reste pas seulement à Yaoundé. Peut-être que les populations ont également besoin que leurs problèmes se résolvent là où ils se trouvent. Et c'est l'un des défis majeurs du ministre de la décentralisation, le tout nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, que je vous propose d'écouter également en focus dans cette édition de Scène de Presse. Il va s'agir de faire en sorte que les préoccupations exprimées par nos populations trouvent des réponses appropriées, et cela au plan local. La décentralisation, c'est de faire en sorte que les populations règlent autant que possible elles-mêmes leurs problèmes. Nous avons au niveau de décentralisation que constituent les communes, qui est bien connu, dont on a pu évaluer les résultats qui sont, d'après ce que l'on dit, généralement bon. Maintenant, le président a demandé qu'on accélère le processus de manière à ce que l'on parachève la mise en place des régions qui seraient de nature à faire en sorte que les revendications que l'on entend ici et là ne soient plus justifiées. C'est à cela que nous allons nous atteler et nous pensons que notre pays a la capacité et les moyens de réagir correctement à cette interpellation. Alors, professeur, l'une des revendications également, ou alors l'un des débats phares
dont qu'on a entendu ces derniers temps, c'était également celui qui portait sur la forme de l'État. Ce n'était pas officiel. Alors le président de la République reste droit dans ses bottes, on va le dire. La forme de l'État n'est pas négociable, mais une ouverture saine ou alors une accélération certaine de la décentralisation à travers la création de ce ministère. Et je crois que là, il renforce la spécificité de l'État camerounais, État unitaire, décentralisé, en dédiant justement tout un ministère à la décentralisation et au développement local. Je crois que c'est une avancée qui correspond donc à la forte demande sociale qu'il y a eu à un moment donné, et notamment au moment où la crise anglophone a commencé, a déclenché dans sa phase de radicalisation. Tous les acteurs politiques, tous les leaders d'opinion ont dit il fallait mettre en place la décentralisation. Si on avait mis en place la décentralisation depuis 1996, on n'en serait pas là. Et je crois que là, c'est une réponse claire, en espérant que cette réponse justement va accélérer tout le processus qu'on attend avec la mise en place des régions, avec tout ce qu'il y a comme institutions intermédiaires à mettre en place pour qu'effectivement les problèmes locaux puissent être gérés à la base, de manière qu'on évite une surenchère de revendications au niveau du sommet de l'État. Alors justement, c'est ce qui se passe en ce moment, Omer Mbadi. Les gens ont parfois l'impression que la vie est à Yaoundé, que tout se décide à Yaoundé. Il faut peut-être un peu lâcher du lest. Il faudrait peut-être que les ministères qui sont chargés déjà de transférer le peu de pouvoir qu'ils peuvent transférer aux collectivités territoriales décentralisées le fassent. Effectivement, est-ce que vous pensez que le nouveau ministre de la décentralisation pourra adresser de manière efficiente ce challenge-là? Ça m'étonnerait, en fait. C'est aller contre l'ADN de ce pouvoir. Mais avant de reprendre cela, je voulais rapidement revenir. Je voulais quand même revenir. La création, quand même, de manière conjoncturelle, la création de ce ministère répond aussi à quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a deux candidats qui sont déjà, deux candidats à la présidentielle qui ont fait des sorties ces derniers temps et qui se sont prononcés clairement pour le fédéralisme. Et je crois que... Qui n'est pas une nouveauté au Cameroun. Qui n'est pas une nouveauté. Et je crois que Maître Akeremouna et Josh aussi, encore qu'on sait très bien que pour le SDF a toujours été cela. Et en cela, le président est cohérent vis-à-vis de lui-même, parce qu'on a tendance à oublier. Souvenez-vous du discours du politique général du président national du RDPC de 1996. Il traite le fédéralisme à ce moment-là de chimère. Il répondait déjà à Froundi à ce moment-là. Donc de ce point de vue-là, il reste cohérent vis-à-vis de lui-même. Sauf qu'en instaurant effectivement ce ministère, il ne clôt pas le débat. Ce qui est sûr, c'est que l'une des thématiques fortes de la prochaine campagne électorale va être sur la forme de l'État. On verra donc effectivement quelle est l'option qui va l'emporter. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il faut très bien que le pouvoir, que cet ADN dont je parle, c'est-à-dire la nature hyper centralisée du régime camerounais, qu'il y ait de l'oxygène, que ce pouvoir soit un peu oxygéné. Et effectivement, que Yaoundé déconcentré, que ce pouvoir soit déconcentré. Pardon? Que ce pouvoir soit davantage déconcentré. Décentralisé même, décentralisé. Je crois que c'est beaucoup plus au niveau décentralisé parce qu'effectivement, il y a une forte demande quant aux Camerounais de pouvoir, à l'échelle locale, pouvoir s'occuper effectivement de leurs affaires. Mais il n'est pas sûr qu'effectivement, compte tenu effectivement de cet ADN dont je parle, il n'est pas sûr que ce ministère ou ce ministre puisse résoudre ce problème. Parce qu'effectivement, il va falloir notamment regarder très bien comment va se matérialiser la tutelle, notamment de ce ministère sur les collectivités décentralisées. Au moins, c'est déjà peut-être une avancée, je ne sais pas si c'est une avancée en tant que telle, que les autorités administratives, de ce point de vue, n'exercent plus une totale tutelle effectivement sur les collectivités. Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre le préfet pour commencer les travaux des mairies ou bien les gouverneurs pour ce qui est peut-être lorsque effectivement les conseils régionaux seront mis en place. Mais il va falloir attendre effectivement comment tout ça va se matérialiser, comment ce ministère va pouvoir instaurer effectivement la tutelle pour savoir si effectivement il y a une avancée ou pas. Mais alors, de ce point de vue, je reste sceptique. Alors c'est le prolongement de ce qu'on a dans cette partie, la partie anglophone du pays, entre guillemets, l'indirect rule. C'est cela? Local government. Mais on a mis développement local. Nous, on connaissait le local government. C'est très important avec les anglophones parce que les anglophones sont habitués à gérer les choses par eux-mêmes. Le chef de l'État l'a dit même le 31 décembre dernier. Qu'il a écouté, il a parlé aux gens et il a écouté beaucoup de personnes. Et les Camerounais ont exprimé le désir de participer activement à la gestion des affaires au niveau local.
je cite comme ça de mémoire le président Paul Biya. Non, nous attendons le parachèvement de ce processus avec les élections, bien entendu, régionales, ce qui est très important. Sinon, puisque comme on aura les élections sénatoriales, normalement on devait avoir les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. C'est régional? Régionaux, les conseillers voilà, régionaux, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas. Mais l'article 67, l'alinéa 6 de la Constitution, a pris sur de ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on attend ce parachèvement. Mais comme mon collègue vient de le dire, on attend pour voir comment la tutelle va s'exercer. Il y a deux ministères. M. Atarandji gère les préfets et M. Elanga gère les collectivités territoriales DNC. Mais on va voir comment les deux vont travailler ensemble. Je crois que les deux même sont même locaux. Hein. Ils vont être installés demain l'un après l'autre. Donc on va voir dans les détails et en partie comment tout ça va se décliner dans les jours à venir. Alors, Jean-Bruno Tanier, je voudrais que nous parlions d'autre chose. Hein. C'est de ce vent de rajeunissement qu'on semble voir dans le gouvernement qui a été formé vendredi dernier. On a là quelqu'un qui a 43 ans. On n'a pas beaucoup vu ça ces dernières années. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, Yves Landry Etoga. Il y a des personnalités de 50 ans, 49 ans, de 53 ans. C'est la même lecture que vous avez faite? Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il faut reconnaître quand même que le choix de M. Etoga comme secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, il est âgé de 43 ans, c'est quand même quelque chose d'assez inédit sous le gouvernement, et occuper de telles fonctions dans le contexte, chose de remarquable quand même, parce qu'il vous souvient que le contexte sécuritaire est difficile avec Boko Haram dans le nord. Il y a la crise anglophone qui continue de paralyser quelques localités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a à l'est des bandits armés qui font de temps en temps incursion sur le territoire camerounais pour faire du désordre, et que le chef de l'État décide dans un tel contexte de confier la gendarmerie à un bonhomme de 43 ans qui n'est pas issu du milieu sécuritaire. C'est un diplomate de voilà, formation. c'est un diplomate de formation. Je pense que c'est quelque chose d'assez inédit. Maintenant, on va attendre le nouveau CED comme le maçon au pied du mur, mais il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus parce qu'on ne peut pas continuer de se satisfaire de ce genre de choses qui me semblent quand même il en faut assez... beaucoup plus dans quel domaine? Il en faut beaucoup plus. Pourquoi il n'y aurait pas un jeune homme de 43 ans Premier ministre au Cameroun? Ce ne serait pas extraordinaire dans un contexte mondial où des gens de 38 ans deviennent présidents de la République. Il y a eu un jeune homme de 34 ans. Il y a eu un jeune homme de 34 ans Premier ministre au Cameroun, vous vous en souvenez? En 1982, ça commence... Le Premier ministre de Bello n'avait que 34 ans. C'est ce que je voulais dire. Si vous regardez également la trajectoire du président Biya lui-même, regardez à quel âge il est devenu Premier ministre ou secrétaire général de la présidence de la République. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Jusqu'à présent, on a l'impression au Cameroun qu'il faut commencer à être croulant pour bénéficier d'un certain nombre de fonctions. Il y a quelques évolutions. Il y a un directeur général des impôts qui est arrivé là, il n'avait pas 40 ans et tout. Donc il y a quand même quelques évolutions. Les lignes semblent bouger. Voilà, on peut aller plus loin. Si vous permettez, Jean-Bruno Tanier, nous allons justement écouter l'un des jeunes parmi les entrants de vendredi dernier. Il s'agit du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Elung Paul Tché, qui parle justement de ces jeunes qui entrent dans le gouvernement, mais de la chimie ou alors de la symbiose qui doit exister entre les jeunes et les vieux. Nous l'écoutons en focus dans cette débat. D'abord, je voudrais dire merci au Seigneur Tout-Puissant pour sa grâce. Et ensuite, je voudrais témoigner ma différente gratitude envers le chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour la confiance qu'il a bien voulu mettre à ma modeste personne. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 3 ans que le chef de l'État démontre
sa sollicitude envers ma personne. Je pense que c'est un message clair. C'est un message clair pour dire, avec le président, tous les Camerounais sont concernés par le devoir de la construction de notre nation. C'est-à-dire les jeunes aussi bien que les sages, ceux qui sont plus âgés mais qui ont beaucoup de sagesse. Donc il faut les deux pour construire le pays. Le jeune, nous qui sommes, comme vous l'appelez, les jeunes apportent l'énergie et les aînés apportent la sagesse et la pondération. Je suis profondément marqué. Et je le considère comme un appel à plus de dévouement au travail. Et par conséquent, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Professeur Aboya Manassé, Jean-Bruno Tagne disait tantôt qu'à un moment on a pensé dans ce pays qu'il faut être croulant pour être nommé à certains postes de responsabilité. Or, comme je le disais tantôt, en 1982, le premier ministre nommé par le président de la République n'avait que 34 ans. Yao Aïssatou, qui vient par la suite comme ministre de la condition féminine, avait 34 ans également. Mais on a également Mohamed Labaran qui avait, lui, 27 ans lorsqu'il entrait au gouvernement. C'est dire que le président a souvent fait confiance aux jeunes, mais qu'est-ce qui cloche parfois? C'était avant. Qu'est-ce qui cloche parfois? Et je rappelle que Eloum Polchi était déjà membre du gouvernement. Il a simplement changé de portefeuille, entre guillemets, ou de poste de responsabilité. Mais je pense que c'est une logique de dosage. On ne peut pas faire absolument un gouvernement de jeunes. On ne peut pas faire... Et c'est ce qu'il vient de dire dans uniquement un gouvernement de croulant, pour reprendre la terminologie de Jean Bruno. Mais je crois que les générations doivent s'interpénétrer pour un partage d'expérience. Il faut convenir avec moi que les jeunes qui viendraient, s'ils ne sont pas expérimentés, au moment où on a besoin de résultats, ça peut créer un problème. Or, le dosage des jeunes permet d'apprendre auprès des aînés et le moment venu, avoir la main pour la continuité. Et c'est un plaidoyer justement de continuer à améliorer ces dosages. C'est déjà bon de faire entrer quelques jeunes, mais c'est davantage raisonnable d'affûter autant de jeunes dans le gouvernement pour s'imprégner de la gestion des affaires publiques et d'apprendre auprès des aînés. Et même pour renouveler le personnel politique. Absolument, c'est d'autant plus qu'on en a besoin. Un pays a besoin de se renouveler pour se projeter dans les années à venir. Donc, je crois que c'est une politique qui doit être encadrée, qui doit être suffisamment structurée de manière à pérenniser justement du sang neuf dans la dynamisation du processus décisionnel. Alors, il y a une autre particularité dans ce gouvernement, c'est ce jeu de chaises musicales, autant pour moi, Omer Mbadi, entre le ministre Alamine Ousmane Meh, ancien ministre des Finances, et le ministre Luc-Paul Motazé, ancien ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Quelle est la lecture que vous faites de ce jeu de chaises? Le président de la République veut également adresser les questions socio-économiques qui se posent à notre pays actuellement. En fait, je crois qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où le Cameroun est sous programme avec le FMI et que c'est deux personnages, d'une manière ou d'une autre, négocient ou sur les réformes qui doivent être engagées dans le cadre du programme triennal. Mais je crois que c'est beaucoup plus maintenant une affaire de tempérament. Je crois que peut-être on a voulu mettre en avant le volontarisme quand même d'un Luc-Paul Motazé. On a quand même constaté ça par rapport à la réserve d'Alamine Ousmane Meh. Je crois qu'au niveau du ministère des Finances, on veut impulser un certain volontarisme. C'est peut-être pour ce qui justifie, de mon point de vue, bien sûr, qui justifie effectivement cette permutation qui a été faite. Les milieux d'affaires autant se plaignent de ce que effectivement Alamine Ousmane Meh est généralement sur la réserve et effectivement
fait preuve de peu d'ouverture de ce point de vue. Je crois que quand même, on a vu ces derniers temps que demander de plus à Lamine Ousmane, mais après tout ce qu'il a déjà fait, lui-même qui vient de ce secteur privé-là, est-ce qu'il ne pourrait pas justement être leur porte-voix? Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui estiment qu'effectivement, Lamine Ousmane, le directeur général d'Afriland, et celui qui était ministre des Finances, c'est deux personnes tout à fait différentes. Les responsabilités sont différentes. Beaucoup de chefs d'entreprise, et vous vous doutez bien que j'en rencontre quand même quelques-uns, se plaignent effectivement de ce qu'à Lamine Ousmane s'est complètement fermé un peu du secteur privé, de ce point de vue. Et l'une des choses, l'un des cas qu'on peut relever, autant sous certains de ses prédécesseurs, par exemple le projet de loi des finances était généralement, tout au moins pour ce qui est de la partie des dispositions fiscales, contenu dans la loi des finances, c'était généralement envoyé au GICAM pour discussion et observation. On a constaté que progressivement ça a disparu et que de ce point de vue, Lamine Ousmane a cessé même d'envoyer effectivement ce projet de loi des finances. Je crois quand même que ces derniers temps, on a vu un volontarisme de Louis Paul Motazé, on a vu un rapprochement de Louis Paul Motazé vis-à-vis des milieux économiques. Je crois que peut-être c'est ce qu'on peut mettre en avant au niveau du ministère des Finances. C'est la lecture que je vois, mais seulement il faut faire très attention. Ce volontarisme, il va falloir qu'on l'accompagne un peu plus de rigueur et en cela, effectivement, on peut un peu déplorer où il va falloir faire très attention au départ d'Lamine Ousmane, mais parce qu'effectivement, nous sommes en année électorale. Et en plus de ça, il y a la CAN. Nous sommes pris par des contraintes, effectivement, de délai. Il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas, effectivement, des dérapages en termes de dépenses, entre autres choses. J'espère que de ce point de vue, Motazé pourra un peu s'astreindre à la discipline requise qu'il faut en ce Il va certainement continuer les chantiers entamés par Lamine Ousmane. Jean Bruno Tanier. Oui, je pense que Louis-Paul Motazé, il est dans un domaine qui reste le sien. Il s'est occupé des questions économiques toutes ces dernières années. Donc, il arrive ministre des Finances aujourd'hui. Il n'y a là aucune surprise. Il reste dans un domaine qu'il connaît très bien. Et Omer l'a rappelé tout à l'heure, c'est quelqu'un de très ouvert. Il rencontre le maximum de personnes possibles. Est-ce qu'il s'agit d'être ouvert ou il s'agit d'adresser les questions qui se posent à son domaine d'activité? Nous sommes dans un pays qui a besoin de se développer et en tant que ministre des Finances, il a besoin de s'ouvrir également au milieu des affaires. Il faut rencontrer un certain nombre d'investisseurs qui pourraient essayer de relever le niveau des investissements au Cameroun. Donc, un ministre des Finances qui pourrait se rapprocher des milieux des affaires, ce n'est pas mauvais. Il sort du ministère de l'économie et de la planification. Il a amorcé un certain nombre de choses. Maintenant, il va s'occuper d'un autre portefeuille qui est proche de celui qu'il avait auparavant. Donc, pour moi, il y a là rien de dramatique. Au contraire, il a des qualités. Mais maintenant, la nouvelle fonction va lui imposer une autre discipline. Tout à l'heure, Omer Badi parlait des milieux d'affaires qui se plaignaient d'Lamine Ousmane, mais d'avoir une personnalité qui est différente de celle qu'il avait à l'époque où il était dans le privé, c'est tout à fait normal. C'est un changement de responsabilité. Le patron des finances dans un pays, c'est une fonction. Dans un pays en crise, voilà, c'est une fonction très importante. Et je pense que peut-être même à l'égard de Louis-Paul Motazé, les gens risqueraient d'avoir les mêmes plaintes dans les prochaines années. Donc cela va lui imposer une autre personnalité, même si il va falloir qu'il garde en mémoire que le Cameroun a besoin de se développer et on ne peut pas se développer aujourd'hui sans faire avec le secteur privé. Alors, monsieur, juste quelques secondes, voilà, en quelques secondes, vous permettez que je lance d'abord, que nous écoutions d'abord ces personnalités qui vont donc intervenir dans le domaine socio-économique. Il s'agit notamment du nouveau ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Essomba Elundu, mais également le ministre des Finances et le ministre de l'économie dont nous parlons il y a quelques instants. Quels sont leurs chantiers? C'est un focus dans cette édition de Scène de Presse. Nous allons nous atteler à suivre la politique du chef de l'État dans ce domaine afin que les populations soient de mieux en mieux servies. Ce secteur a bénéficié d'un volume important d'investissement. Si je prends le secteur de l'électricité, jadis, il y avait un problème de barrages. Beaucoup de barrages sont construits, d'autres sont en chantier. Le chef de l'État a créé la Sonatel
les investissements démarrent pour mettre sur pied un dispositif de transport adéquat afin que l'énergie, la puissance qui est produite au niveau des barrages, qu'elle parvienne au niveau des ménages. Au niveau du secteur de l'eau, la problématique, elle est certainement la même. Dans le secteur des produits pétroliers, il fait face à un déficit créant des capacités de stockage. Des efforts ont été faits en termes d'augmentation des capacités de stockage, mais ces investissements sont encore insuffisants par rapport à la demande. Donc à ce niveau-là, il faudra encore mobiliser davantage d'investissements. Le premier chantier, ça va être la consolidation des mesures qui sont prises pour solidifier le niveau de nos réserves. En tant que ministre de l'économie, j'ai toujours eu à développer une thèse. C'est la thèse de ce qu'on appelle l'écosystème. C'est-à-dire que prenons des décisions, c'est une bonne chose. Mais nous n'entourons pas toujours ces décisions d'un environnement pour rendre ces décisions extrêmement efficaces. Le Premier ministre était dernièrement à Douala pour inaugurer une usine de fabrication de médicaments. Mais que se passerait-il si les médecins ne prescrivent pas suffisamment ces médicaments made in Cameroun? Qu'est-ce qu'on peut faire autour pour faire en sorte que cette usine soit forte? C'est ce que j'appelle l'écosystème. Je sais que très vite arrivera la dialectique qu'on peut deviner entre la nécessité de renforcer le trésor public par un encaissement beaucoup plus grand des recettes non pétrolières, des recettes fiscales, pardon, etc. Et tout ce que je viens de dire. Et je pense que la problématique sera effectivement de concilier ces deux choses. À savoir que nous devons renforcer nos ressources publiques, mais nous ne devons pas renforcer nos ressources publiques en bridant l'activité économique. Sous la très haute impulsion du président de la République, nous donnerons comme orientation, nous poursuivrons les mesures qui visent à redresser, dans le cadre du programme économique et financier du Cameroun, redresser la situation économique de notre beau pays et faire en sorte que les perspectives de relance fortes puissent se matérialiser dans les meilleurs délais possibles, poursuivre l'exécution des projets structurants qui ont été engagés. Certains sont à terme, d'autres suivront certainement dans le cadre donc de la volonté constante du président de la République de construire ce pays qui fait preuve de résilience, ce pays qui continue sa marche déterminée vers l'horizon qui est celui de l'émergence. Et maintenant, si nous revisitions l'actualité de la semaine, les autres faits de la semaine, c'est dans la revue de presse que signe Inès Magou. Le comité de normalisation de la FECAFOOT joue les prolongations. Dans sa parution du 28 février, Mutation précise que l'équipe menée par Dieudonné Api a 6 mois supplémentaires pour mener à terme la mission à elle confiée par la FIFA. Le quotidien Le Jour, lui, s'intéresse à ce que la FIFA demande au Cameroun. Exécution de l'audit judiciaire et modification de la loi numéro 2011/018 du 15 juin 2011 relative à l'organisation des activités physiques et sportives. Une information que relaie également l'hebdomadaire Baromètre communautaire à sa une. Cameroun Tribune du 1er mars va plus loin pour parler des défis qui attendent ce comité reconduit jusqu'au 31 août prochain. En plus de la modification de la loi de 2011, l'équipe de Dieudonné Api devra faciliter l'audit des projets et programmes financés par la FIFA entre 2014 et 2017. Parlons de politique à présent avec l'affaire Mokete. La famille du doyen d'âge du Sénat déclare que Jeune Afrique a dénaturé les propos de Fon Victor Mokete sur la crise anglophone.
Le quotidien Mutation parle de l'embarras de la famille Moukété et revient sur le point de presse tenu le 28 février 2018 par le fils du sénateur Ekale Moukété. Le porte-parole de la famille affirme que les propos du sénateur selon lesquels seul le fédéralisme peut régler la crise anglophone ont été sortis de leur contexte. L'interview daterait d'il y a 11 mois. À cette période, on ne parlait pas encore de l'Ambazonie. L'incendie, déclaré au domicile du chairman du SDF dans la nuit du 28 février au 1er mars, a également fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Le quotidien d'Aman Mana titre « Ils ont mis le feu sur Frondi », une promesse des activistes ambazoniens qui accusent John Frondi de traîtrise. Après avoir fait le tour des faits, le Messager et la Nouvelle Expression soutiennent qu'il y a une main criminelle derrière cet incendie. Terminons cette revue par la grève des enseignants mardi dernier à Yaoundé. Les quotidiens Mutation, Le Jour et la Nouvelle Expression font l'inventaire des doléances des enseignants. Paiement des aérés de salaire, traitement des dossiers d'intégration et prise en solde des nouveaux lauréats des écoles normales. Mutation parle par ailleurs d'une centaine de grévistes interpellés et le quotidien Le Jour des 56 enseignants détenus. Restons pour ainsi dire dans les kiosques et retrouvons Agnès Solange Abessolo pour les unes du lundi. Bonsoir Agnès Solange. Bonsoir Lucrèce, madame, monsieur. Alors on va rester sensiblement, pratiquement dans le même registre avec le réaménagement du gouvernement de vendredi dernier. Alors la presse écrite revient là-dessus en long et en large avec des analyses, des commentaires et des éditions spéciales à l'instar de l'essentiel. Un gouvernement de campagne, donc selon le journal d'Antoine Ouongo Ahanda, des jeunes aux commandes, peut-on lire, un ministère de la décentralisation et du développement local créé. La parution de ce lundi présente surtout la carte régionale des ministres, alors que Défis Actuels veut comprendre l'enjeu de cette redistribution des cartes au sein du nouveau gouvernement ayant en 5 points essentiels. On pourra lire donc le pari du rajeunissement et ce qu'il pense de la réponse de Biya aux sécessionnistes, selon donc ce journal. Le journal donc qui revient aussi sur ce qui a changé potentiellement et surtout ceux qui ont changé de portefeuille. Le Soir va dans le même sens en retraçant les parcours des nouveaux. Comprendre le réaménagement gouvernemental du week-end dernier, un titre du journal Intégration que vous lirez ce lundi dans les kiosques. Terminons donc avec le Financier d'Afrique qui propose ce lundi en sa une de traiter les priorités économiques de l'équipe Yon 4. Le journal explique que parmi les défis qui attendent le nouveau gouvernement, il y a en bonne place le suivi du plan triennal spécial jeune avec le FMI, la poursuite des réformes budgétaires et surtout l'exécution des projets de deuxième génération. Voilà donc Lucrèce pour les unes de ce lundi 5 mars 2018. Moi je vous donne rendez-vous en kiosque. Bonsoir. Merci Agnès Solange Abessolo. Monsieur, un dernier tour de table. Alors, selon vous, le gouvernement de vendredi dernier a-t-il résolu certaines équations? Jean Bruno? J'avoue, c'est une question difficile. Il y a du bon là-dedans. On a vu par exemple l'arrivée de quelques jeunes, vous l'avez dit. Il y a du moins bon. Il faut simplement qu'on se souvienne qu'en 35 ans de pouvoir, le président Biya a changé son gouvernement une trentaine de fois. C'est une moyenne d'un gouvernement par an. Est-ce que le visage du Cameroun pendant toutes ces années a fondamentalement changé? Je ne voudrais pas qu'on relance le débat. Pas du tout. Nous sommes justement à la fin du débat. Omer Mbadi, quelques équations résolues, selon vous? Les équations de celui qui a formé ce gouvernement, oui. Mais ça a résolu les équations du peuple camerounais. On peut en discuter. Il y a eu au total 30 réaménagements et 5 réajustements du gouvernement du président Paul Biya depuis 1982. Je tenais seulement à
à féliciter M. Edon Poche, le nouveau ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. C'est un jeune lourd, une figure montante de la zone anglophone, quelqu'un qui a bénéficié par 2 fois en 3 ans de la confiance du président de la République. Le 2 République. septembre 2015 et le 2 mars 2018. Je ne peux que lui féliciter. Bon vent, monsieur le ministre. Assou Nianti dans son rôle. Alors maintenant, professeur Aboya Manasseh, quelques équations résolues après le gouvernement de vendredi dernier? Oui, naturellement, par rapport à la crise anglophone, la demande qui était mise en évidence a été résolue par rapport à la décentralisation. Maintenant, je crois que comme nous sommes dans une année électorale, c'est un gouvernement justement mis en ordre de bataille pour la campagne, pour défendre qui le bilan, pour défendre qui la participation de sa zone au processus électoral qui va être engagé à partir du 25 mars 2018. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de presse. On se retrouve dans 2 semaines pour cause de campagne électorale due au sénatorial qui auront lieu le 25 mars prochain. La campagne électorale commence le 10 mars prochain et Scène de presse ne pourra donc pas continuer à être produit pendant 2 semaines. On se retrouve justement après les sénatoriales. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, messieurs, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir. Parler aux gens et il a écouté beaucoup de personnes et les Camerounais ont exprimé le désir de participer activement à la gestion de leurs affaires au niveau local. Je cite comme ça de mémoire le président Paul Biya. Nous attendons le parachèvement de ce processus avec les élections, bien entendu, régionales, ce qui est très important. Sinon, puisque comme on aura les élections sénatoriales, normalement on devait avoir les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. C'est régional? Régionaux, les conseillers régionaux, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas. Mais l'article 67, l'alinéa 6 de la Constitution a pris sur de ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on attend ce parachèvement. Mais comme mon collègue vient de le dire, on attend pour voir comment la tutelle va s'exercer. Il y a 2 ministères. M. Ataranji gère les préfets et M. Elanga gère les collectivités territoriales DNC, mais on va voir comment les 2 vont travailler ensemble. Je crois que les 2 même sont quand même locaux, hein. Ils vont être installés demain l'un après l'autre. Donc on va voir dans les détails et en partie comment tout ça va se décliner dans les jours à venir. Alors, Jean-Bruno Tanier, je voudrais que nous parlions d'autre chose. Hein. C'est de ce vent de rajeunissement qu'on semble voir dans le gouvernement qui a été formé vendredi dernier. On a là quelqu'un qui a 43 ans. On n'a pas beaucoup vu ça ces dernières années. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, Yves Landry Etoga. Il y a des personnalités de 50 ans, 49 ans, de 53 ans. C'est la même lecture que vous avez faite? Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il faut reconnaître quand même que le choix de M. Etoga comme secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, il est âgé de 43 ans, c'est quand même quelque chose d'assez inédit sous le gouvernement, et occuper de telles fonctions dans le contexte, chose de remarquable quand même, parce qu'il vous souvient que le contexte sécuritaire est difficile avec Boko Haram dans le nord. Il y a la crise anglophone qui continue de paralyser quelques localités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a à l'est des bandits armés qui font de temps en temps incursion sur le territoire camerounais pour faire du désordre, et que le chef de l'État décide dans un tel contexte de confier la gendarmerie à un bonhomme de 43 ans qui n'est pas issu du milieu sécuritaire
sécuritaire. C'est un diplomate de voilà, formation. c'est un diplomate de formation. Je pense que c'est quelque chose d'assez inédit. Maintenant, on va attendre le nouveau CED comme le maçon au pied du mur, mais il en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus parce qu'on ne peut pas continuer de se satisfaire de ce genre de choses qui me semblent quand même il en faut assez... beaucoup plus dans quel domaine? Il en faut beaucoup plus. Pourquoi il n'y aurait pas un jeune homme de 43 ans Premier ministre au Cameroun? Ce ne serait pas extraordinaire dans un contexte mondial où des gens de 38 ans deviennent président de la République. Il y a eu un jeune homme de 34 ans. Il y a eu un jeune homme de 34 ans Premier ministre au Cameroun, vous vous en souvenez? En 1982, ça commence... le Premier ministre de l'Ougouba n'avait que 34 ans. C'est ce que je voulais dire. Si vous regardez également la trajectoire du président Biya lui-même, regardez à quel âge il est devenu Premier ministre ou secrétaire général de la présidence de la République. Donc je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Jusqu'à présent, on a l'impression au Cameroun qu'il faut commencer à être croulant pour bénéficier d'un certain nombre de fonctions. Il y a quelques évolutions. Il y a un directeur général des impôts qui est arrivé là, il n'avait pas 40 ans et tout. Donc il y a quand même quelques évolutions. Mais on semble bouger. Voilà, on peut aller plus loin. Si vous permettez, Jean-Bruno Tagné, nous allons justement écouter l'un des jeunes parmi les entrants de vendredi dernier. Il s'agit du secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Elung Paul Tché, qui parle justement de ces jeunes qui entrent dans le gouvernement, mais de la chimie ou alors de la symbiose qui doit exister entre les jeunes et les vieux. Nous l'écoutons en focus dans fin de presse. D'abord, je voudrais dire merci au Seigneur Tout-Puissant pour sa grâce. Et ensuite, je voudrais témoigner ma différente gratitude envers le chef de l'État, président de la République du Cameroun, pour la confiance qu'il a bien voulu mettre à ma modeste personne. Vous voyez, c'est la deuxième fois en 3 ans que le chef de l'État démontre sa sollicitude envers ma personne. Je pense que c'est un message clair. C'est un message clair pour dire, avec le président, tous les Camerounais sont concernés par le devoir de la construction de notre nation. C'est-à-dire les jeunes, aussi bien que les sages, ceux qui sont plus âgés, mais qui ont beaucoup de sagesse. Donc il faut les deux pour construire le pays. Le jeune, nous qui sommes, comme vous l'appelez, les jeunes apportent l'énergie et les aînés apportent la sagesse et la pondération. Je suis profondément marqué. Et je le considère comme un appel à plus de dévouement au travail. Et par conséquent, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Professeur Aboya Manassé, Jean-Bruno Tagné disait tantôt qu'à un moment on a pensé dans ce pays qu'il faut être croulant pour être nommé à certains postes de responsabilité. Or, comme je le disais tantôt, en 1982, le Premier ministre nommé par le Président de la République n'avait que 34 ans. Yao Aïssatou, qui vient par la suite comme ministre de la condition féminine, avait 34 ans également. Mais on a également Mohamed Labaran qui avait, lui, 27 ans lorsqu'il entrait au gouvernement. C'est dire que le président a souvent fait confiance aux jeunes, mais qu'est-ce qui cloche parfois? C'était avant. Qu'est-ce qui cloche parfois? Et je rappelle que Elung Paul Tché était déjà membre du gouvernement. Il a simplement changé de portefeuille, entre guillemets, ou de postes de responsabilité. Je pense que c'est une logique de dosage. On ne peut pas faire absolument un gouvernement de jeunes. On ne peut pas faire... Et c'est ce qu'il vient de dire dans cet élément. Uniquement un gouvernement de croulant, pour reprendre la terminologie de Jean Bruno. Mais je crois que les générations doivent s'interpénétrer pour un partage d'expérience.
il faut convenir avec moi que les jeunes qui viendraient, s'ils ne sont pas expérimentés, au moment où on a besoin de résultats, ça peut créer un problème. Or, le dosage des jeunes permet d'apprendre auprès des aînés et le moment venu, avoir la main pour la continuité. Et c'est un plaidoyer justement de continuer à améliorer ces dosages. C'est déjà bon de faire entrer quelques jeunes, mais c'est davantage raisonnable d'affûter autant de jeunes dans le gouvernement pour s'imprégner de la gestion des affaires publiques et d'apprendre auprès des aînés. Et même pour renouveler le personnel politique. Absolument, c'est d'autant plus qu'on en a besoin. Un pays a besoin de se renouveler pour se projeter dans les années à venir. Donc, je crois que c'est une politique qui doit être encadrée, qui doit être suffisamment structurée de manière à pérenniser justement du sang neuf dans la dynamisation du processus décisionnel. On a eu un président de l'Assemblée nationale qui était anglophone. On est bien d'accord, mais je veux dire dans le contexte actuel. Voilà. Oui, donc on est dans le contexte actuel, c'est un constat qui a été fait. Donc si on veut absolument parler de la représentativité des anglophones, il va falloir redistribuer les cartes à ce niveau-là. Mais je continue à dire que le partage des postes, pour moi, ne semble pas être le problème essentiel des populations. Nous sommes dans un contexte et dans un pays où les gens sont sensibles justement à cette représentation dans l'appareil d'État. Et dire ce que Jean-Bruno dit là, je crois que son village va le maudire. Je crois que c'est vraiment délicat. Les gens ne vivent que dans le cadre de ces représentations. Les postes ne leur apportent rien, mais au moins ils sentent qu'ils participent, que les pouvoirs publics pensent à leur communauté qui est représentée. Donc c'est exactement un système d'élite phare qui draine justement. C'est peut-être justement cette élite-là qui instrumentalise les demandes de postes parce que finalement ça leur revient. Pas forcément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une technique qui vise à assurer la cohésion sociale, l'homogénéité de la population et surtout à dynamiser la base de manière à ce qu'elle puisse participer activement à la vie de la nation. Sauf que justement, au-delà des postes ministériels, il va falloir que la chaîne de nomination, de manière intermédiaire, c'est-à-dire que les secrétaires et ainsi de suite, puissent correspondre à ces différents dosages-là, à cette alchimie permettant aux uns et aux autres de se retrouver et d'être représentés. Oui, et d'assumer la cohésion nationale dont tout le monde rêve pour le Cameroun d'aujourd'hui et que les disparités liées au partage de postes ne puissent pas radicaliser les uns et les autres. À condition que le pouvoir ne reste pas seulement à Yaoundé. Peut-être que les populations ont également besoin que leurs problèmes se résolvent là où ils se trouvent. Et c'est l'un des défis majeurs du ministre de la décentralisation, le tout nouveau ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, que je vous propose d'écouter également en focus dans cette édition de Scène de Presse. Il va s'agir de faire en sorte que les préoccupations exprimées par nos populations trouvent des réponses appropriées, et cela au plan local. La décentralisation, c'est de faire en sorte que les populations règlent autant que possible elles-mêmes leurs problèmes. Nous avons au niveau de décentralisation que constituent les communes, qui est bien connu, dont on a pu évaluer les résultats qui sont, d'après ce que l'on dit, généralement bons. Maintenant, le président a demandé qu'on accélère le processus de manière à ce que l'on parachève la mise en place des régions qui seraient de nature à faire en sorte que les revendications que l'on entend ici et là ne soient plus justifiées. C'est à cela que nous allons nous atteler et nous pensons que notre pays a la capacité et les moyens de réagir correctement à cette interpellation. Alors, professeur, l'une des revendications également, ou alors l'un des débats phares
dont qu'on a entendu ces derniers temps, c'était également celui qui portait sur la forme de l'État. Ce n'était pas officiel. Alors le président de la République reste droit dans ses bottes, on va le dire. La forme de l'État n'est pas négociable, mais une ouverture saine ou alors une accélération certaine de la décentralisation à travers la création de ce ministère. Et je crois que là, il renforce la spécificité de l'État camerounais, État unitaire, décentralisé, en dédiant justement tout un ministère à la décentralisation et au développement local. Je crois que c'est une avancée qui correspond donc à la forte demande sociale qu'il y a eu à un moment donné, notamment au moment où la crise anglophone a commencé, a déclenché dans sa phase de radicalisation. Tous les acteurs politiques, tous les leaders d'opinion ont dit il fallait mettre en place la décentralisation. Si on avait mis en place la décentralisation depuis 1996, on n'en serait pas là. Et je crois que là, c'est une réponse claire, en espérant que cette réponse justement va accélérer tout le processus qu'on attend avec la mise en place des régions, avec tout ce qu'il y a comme institutions intermédiaires à mettre en place pour qu'effectivement les problèmes locaux puissent être gérés à la base, de manière qu'on évite une surenchère de revendications au niveau du sommet de l'État. Alors justement, c'est ce qui se passe en ce moment, Omer Mbadi. Les gens ont parfois l'impression que la vie est à Yaoundé, que tout se décide à Yaoundé. Il faut peut-être un peu lâcher du lest. Il faudrait peut-être que les ministères qui sont chargés déjà de transférer le peu de pouvoir qu'ils peuvent transférer aux collectivités territoriales décentralisées le fassent. Effectivement, est-ce que vous pensez que le nouveau ministre de la décentralisation pourra adresser de manière efficiente ce challenge-là? Ça m'étonnerait, en fait. C'est aller contre l'ADN de ce pouvoir. Mais avant de reprendre cela, je voulais rapidement revenir. Je voulais quand même revenir. La création, quand même, de manière conjoncturelle, la création de ce ministère répond aussi à quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a deux candidats qui sont déjà, deux candidats à la présidentielle, qui ont fait des sorties ces derniers temps et qui se sont prononcés clairement pour le fédéralisme. Et je crois que... Qui n'est pas une nouveauté au Cameroun. Qui n'est pas une nouveauté. Et je crois que Maître Akeremouna et Josh aussi, encore qu'on sait très bien que pour le SDF a toujours été cela. Et en cela, le président est cohérent vis-à-vis de lui-même. Parce qu'on a tendance à oublier. Souvenez-vous du discours du politique général du président national du RDPC de 1996. Il traite le fédéralisme à ce moment-là de chimère. Il répondait déjà à Foundi à ce moment-là. Donc de ce point de vue-là, il reste cohérent vis-à-vis de lui-même. Sauf qu'en instaurant effectivement ce ministère, il ne clôt pas le débat. Ce qui est sûr, c'est que l'une des thématiques fortes de la prochaine campagne électorale va être sur la forme de l'État. On verra donc effectivement quelle est l'option qui va l'emporter. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il faut très bien que le pouvoir, que c'est-à-dire dont je parle là, c'est-à-dire la nature hyper centralisée du régime camerounais, qu'il y ait de l'oxygène, que ce pouvoir soit un peu oxygéné. Et effectivement, que Yaoundé déconcentré, que ce pouvoir soit déconcentré. Pardon? Que ce pouvoir soit davantage déconcentré. Décentralisé même, décentralisé. Je crois que c'est beaucoup plus au niveau décentralisé parce qu'effectivement, il y a une forte demande quant aux Camerounais de pouvoir, à l'échelle locale, pouvoir s'occuper effectivement de leurs affaires. Mais il n'est pas sûr qu'effectivement, compte tenu effectivement de cet ADN dont je parle, il n'est pas sûr que ce ministère ou ce ministre puisse résoudre ce problème. Parce qu'effectivement, il va falloir notamment regarder très bien comment va se matérialiser la tutelle, notamment de ce ministère sur les collectivités décentralisées. Au moins, c'est déjà peut-être une avancée, je ne sais pas si c'est une avancée en tant que telle, que les autorités administratives, de ce point de vue, n'exercent plus une totale tutelle effectivement sur les collectivités. Parce qu'on n'a plus besoin d'attendre le préfet pour commencer les travaux des mairies du ou bien les gouverneurs pour ce qui est peut-être lorsque effectivement les conseils régionaux seront mis en place. Mais il va falloir attendre effectivement comment tout ça va se matérialiser, comment ce ministère va pouvoir instaurer effectivement la tutelle pour savoir si effectivement il y a une avancée ou pas. Mais alors, de ce point de vue, je reste sceptique. Alors c'est le prolongement de ce qu'on a dans cette partie, la partie anglophone du pays, entre guillemets, l'Indirect Rule. C'est cela? Local government. Mais on a mis développement local. Nous, on connaissait le local government. C'est très important avec les anglophones parce que les anglophones sont habitués à gérer les choses par eux-mêmes. Le chef de l'État l'a dit même le 31 décembre dernier. Qu'il a écouté, que le chef de l'État a porté son dévolu sur ce monsieur. Parce que c'est un monsieur qui est cohérent,
Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire sur Atangandji. Juste une question, est-ce qu'il pourrait être un interlocuteur avec les anglophones je ne sais pas si c'est son rôle. Le chef de l'État a dit 3 fois qu'il a créé la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme pour essayer de juguler ces problèmes anglophones. Donc je crois que c'est ça l'interlocuteur privilégié. Je ne sais pas si c'est le rôle de M. Atangandji, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt, que M. Atangandji a prouvé par 1000 fois que lui, il est fidèle au chef de l'État. On pourrait vous rétorquer qu'il y a d'autres fidèles. Oui, mais on doit choisir quelqu'un. Toi-même, tu as dit que le chef de l'État exerce son pouvoir discrétionnaire. Tout à fait. Et c'est clair, et c'est net là-dessus. Voilà. Omer Mbadi, vous pensez également que vous pensez que ces profils-là posent problème ou alors ces profils-là sont ceux qui correspondent à l'emploi? Je ne sais pas s'ils posent problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a compris que M. Biya n'était pas dans une logique de consensus avec cela. Autant il accède à une réclamation selon laquelle les anglophones ne sont pas titulaires des portefeuilles dits de souveraineté. Vous avez quand même deux portefeuilles, c'est-à-dire l'administration territoriale et les enseignements secondaires. Autant on voit très bien que le choix de ces profils-là est un message adressé effectivement à une partie, disons comme ça, une partie de la communauté anglophone, que je reste maître de ces choix et je ne vais pas nécessairement vous suivre, même si vous attendez de moi un geste dans le sens peut-être d'un consensus, en prenant des personnalités, en choisissant des personnalités consensuelles. Il ne s'agit pas d'une élection. Non. Pardon? Il ne s'agit pas d'une élection. Il ne s'agit peut-être pas d'une élection, mais effectivement, il est amené, lui, en tant qu'effectivement président de la République, de pouvoir construire une sorte de consensus, ou tout au moins d'amener à un minimum ou moins de reconnaissance parmi les différentes entités de la nation camerounaise. Mais je suis sûr que ce n'est pas la logique qui est la sienne. Donc, je vois très bien qu'il accède à une demande, mais très bien, d'un autre côté, il freine maintenant quant au profil. C'est la lecture que moi je fais Alors, je voudrais que nous écoutions le politologue professeur Aboya Manasseh sur cette question-là. Moi, je pense qu'il n'y a rien de surprenant par rapport aux profils qui sont mis en évidence. Madame Lyonga, que je connais personnellement, avec qui j'ai eu à travailler sur la gestion effectivement de la crise, est très redoutée du côté de Boya parce qu'effectivement, elle a tenu tête au syndicat d'enseignants qui voulait lui imposer une ligne de conduite. Je voudrais rectifier, elle n'est pas partie parce qu'elle a été limogée, elle a été régulièrement appelée à faire valoir ses droits à la retraite et immédiatement elle a été nommée PCA. Elle aurait pu avoir une prorogation comme les autres. Non, elle avait déjà même bénéficié d'une prorogation. Moi je pense que ce n'est pas là le problème. Je crois qu'elle est partie, elle a été remplacée quasiment plus d'1 an après l'atteinte de sa limite d'âge. Atangandji, quand nous allions à Bamenda pour le comité interministériel, il était toujours à Bamenda. Donc c'est quelqu'un qui connaît les couloirs des négociations. Ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est du point de vue du politologue que vous êtes, le président, quand il est face à ces choix multiples, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que il peut faire autrement? Il ne peut que user de son pouvoir discrétionnaire. Non, ce n'est pas ça la logique de la nomination. On ne nomme jamais les gens qu'on ne connaît pas. On ne nomme jamais les gens à qui on ne fait pas confiance. On ne nomme jamais les gens qui ne vont pas faire le travail qu'ils sont censés faire. Et je pense que la logique de nomination du président de la République a toujours été constante. Vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une rivalité entre, dans l'Ombam par exemple, entre Bolalima et Ndioro. Et les gens disaient que Bolalima était plus populaire, mais lui choisissait toujours Ndioro. C'est lui qui choisit. Vous connaissez bien dans la deux qui est entre Changabanda et Antoine Chimi. Il choisissait toujours qui il voulait. Je pense que c'est une constance. Ce n'est pas les gens qui choisissent à la place du président. C'est ça que je parle de pouvoir discrétionnaire. Voilà. C'est un pouvoir discrétionnaire qui correspond à la froideur par rapport aux missions à accomplir. Les gens doivent être redevables de celui que vous avez choisi et non des supporters. Donc les gens font comme si ce sont les supporters qui doivent avoir... Alors qu'est-ce que vous répondez lorsqu'Omer Mbadi parle de refus de consensus? Non, le refus de consensus est un problème qu'il faut mettre entre parenthèses. Pourquoi? Parce que il met ceux qui continuent à s'entêter dans la radicalisation dos au mur. Parce que les gens ont dit qu'il n'y avait pas
un ministère de souveraineté confié aux anglophones, qu'il n'y avait pas un ministère consacré à l'enseignement attribué aux anglophones. Là, il accède à ces demandes afin que l'opinion publique prenne acte de ce qu'il a répondu à ces préoccupations-là. Quitte aux autres maintenant de se mouvoir dans d'autres perspectives, soit de s'aligner, soit de continuer à contester, auquel cas on verra qui veut le dialogue et qui ne veut pas le dialogue. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter dans ce choix. Alors, est-ce que, monsieur, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'on peut s'arrêter sur le reste des tâches à accomplir en termes de renforcement de la représentativité des anglophones au sein de l'appareil étatique? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus, Achou-Nianti, en quelques mots? Avant d'arriver à votre question, je vais d'abord ajouter quelque chose sur ce que le professeur a dit, en ce qui concerne Mme Naloba Lyonga Pauline Egbert. Elle était vice-chancellor de Buea. Elle est allée en retraite et après, on l'a nommée PCA de l'hôpital général de Douala. Donc, elle n'était pas en chômage avant sa nomination comme ministre. Donc, je ne comprends pas que c'est des syndicats qui l'ont fait partie des universités. Bon, ça, je ne comprends pas. Bon, je voulais seulement établir cette fait là. Alors maintenant, que faut-il faire pour renforcer la représentativité des anglophones au sein de l'appareil étatique? Davantage. Il y a 65 postes ministériels, n'est-ce pas? Il y en a combien? 10. Je crois qu'ils sont revenus aux anglophones maintenant. Peut-être si on peut encore augmenter le nombre de postes, par exemple, à 15, 20, pourquoi pas 30 sur 65? Ça peut faire l'affaire. Il y a aussi d'autres postes. Mais je vais dire quelque chose est très important cette fois-ci. Tout ce que vous dites est important. Non, je voulais dire que je sais pourquoi tu poses cette question. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses, comme président du Sénat pour les anglophones. J'ai dit qu'à l'heure actuelle, dans la configuration actuelle de nos institutions, moi j'ai dit ça haut et fort pour la première fois ici à la CRTV. Les anglophones sont mis l'outil avec le poste du Premier ministre dans ces pays. C'est vrai. C'est votre avis. Le président du Sénat, c'est bon. Le président de l'Assemblée nationale, c'est bien. Mais je dis que c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Les anglophones sont mis l'outil avec le poste du Premier ministre dans le Cameroun actuel. C'est bien noté, Achou-Nianti. Alors, que faut-il faire en termes de renforcement de la représentativité des anglophones sur l'appareil étatique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Jean-Bruno, en quelques secondes. Je suis toujours un peu mal à l'aise lorsqu'on discute du partage des postes. Parce que je pense que les postes, c'est plus intéressant pour ceux qui les occupent, mais moins pour les communautés. Moi, j'aimerais bien que mon village n'ait aucun ministre, aucun directeur général, rien du tout, mais qu'on ait les routes, l'eau et tout. Maintenant, puisqu'il faut absolument parler des postes, il faut qu'on se souvienne quand même qu'un certain nombre d'anglophones avaient constaté qu'au plus haut sommet de l'État, il en manquait, notamment au niveau de la hiérarchie de la République, c'est-à-dire le président, il est francophone, le président de l'Assemblée nationale, il est francophone, le président du Sénat, il est francophone, le président du Conseil économique et social francophone. Ça n'a pas toujours été comme ça. Oui, mais pour l'instant, au moment où se pose le problème, c'est... Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition de Scène de Presse. Scène de Presse, c'est le rendez-vous dominical d'échange entre les journalistes de poids et les experts à la science avérée. Pour vous, il revisite les faits majeurs de la semaine. Et le fait majeur cette semaine, c'est le réaménagement gouvernemental de vendredi dernier. Les observateurs ont parlé de la surprise du chef. Alors que les supputations de ces derniers mois sur le sujet s'étaient tues, le président de la République a pris l'opinion nationale de court. Le gouvernement Yang 4 est là. Le contexte, les enjeux et l'opportunité de ce réaménagement retiennent l'attention de nos invités ce soir. Également au menu ce soir, quelques-unes de vos rubriques habituelles, les unes du lundi, la revue de presse et les focus. Nous donnons la parole ce soir à plusieurs élus de vendredi dernier. Mais avant, faisons connaissance avec nos invités du soir. C'est en mode selfie. Bonsoir Membadi, journaliste économique et correspondant du Jeune Afrique au Cameroun. Par rapport à la problématique de ce soir, notamment pour ce qui est de l'économie, on constate qu'il y a eu des permutations. Ça veut dire que nous avons affaire à deux acteurs qui connaissent très bien
leur domaine. Et on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi c'est cette permutation, mais je pense qu'il y a peut-être une bonne dose de volontarisme qu'on va impulser, notamment à l'action économique, surtout au ministère des Finances, surtout quand on sait ce que, en matière d'économie, vaut le nouvel arrivant. Bonsoir, je suis Jean-Bruno Tagne, journaliste. J'ai écouté avec intérêt le dernier réaménagement gouvernemental qui a été fait par le président de la République. Ce que l'on peut observer, c'est que Paul Biya est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il a tenu à démontrer à travers ses choix qu'il reste le maître du jeu, qu'il ne subit le diktat d'aucune opinion publique ou alors de qui que ce soit. C'est dans ce sens ou alors sous ce prisme-là que l'on peut comprendre par exemple le maintien au poste de Premier ministre de Philémon Yang que tout le monde annonçait partant. Il y a également un certain nombre de surprises dans ce gouvernement-là et je pense qu'on aura le temps de développer tout cela pendant l'émission. Bonsoir, je m'appelle Asho Nienti, chef service politique au poste national de la Sierra TV. Par rapport au réaménagement gouvernemental, je ne peux pas dire d'emblée que c'est une solution comme potion magique au remous sociopolitique entre le nord-ouest et le sud-ouest. Je dirais plutôt que c'est une réponse forte à certaines revendications, puisque désormais on ne dira plus qu'un anglophone n'a jamais occupé un poste ministériel de souveraineté, dite de souveraineté, ou un ministère de l'éducation, puisque c'est désormais chose faite. Je suis Aboya Ndomanassé, professeur titulaire des universités. Le remaniement ministériel intervenu le 2 mars 2018 correspond aux préoccupations de l'heure susceptibles de développer l'agenda politique à venir. Ces préoccupations étaient à l'évidence le souci de confier aux anglophones 2 ministères, un de souveraineté et un autre dédié aux enseignants. En plus de ces aspects-là, il fallait approfondir la mise en œuvre de la décentralisation. Or, un ministère spécialement dédié à la décentralisation et au développement local a été également créé. À mon avis, les principales équations ont été résolues lors du récent remaniement. Retour sur le plateau, vous avez déjà une idée de ce que pense chacun de nos invités ce soir. On vous l'a dit, l'unique sujet sur la table du débat ce soir, c'est le réaménagement gouvernemental intervenu vendredi dernier. Jean-Bruno. Bonsoir Lucrèce. Alors on va le dire comme ça, c'était la surprise du chef. Oui, c'était une bonne surprise effectivement parce que on a annoncé ça dépend de quel côté on se situe. Oui, mais pour les journalistes, effectivement, c'est une surprise sur tous les plans, parce que ce gouvernement-là, maintes fois annoncé, et jamais il n'était arrivé. Au moment où le président de la République décide finalement de faire ce gouvernement, personne ne s'y attendait plus, parce que beaucoup avaient pensé que le gouvernement, enfin l'ancien gouvernement, irait jusqu'aux prochaines élections, mais le chef de l'État a décidé de former ce gouvernement-là avant le processus électoral qui est prévu. Donc la surprise, c'est au niveau du timing. Il y a également la surprise dans un certain nombre de choix. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de l'émission. Alors, Achounet, le président de la République montre une fois de plus que c'est lui le maître du temps, tout au moins en ce qui concerne le gouvernement. Bonsoir, Lucrèce, merci Bonsoir. beaucoup. Et c'est lui qui est le maître du temps. J'ai lu quelque part, on a posé dans un journal qui gouverne le Cameroun. Le chef de l'État, le 2 mars, a prouvé que c'est bien lui qui tient fermement le gouverneur du bateau Cameroun. Vous voyez, on a donné un certain nombre de noms de gens, mais on voit à l'évidence que ces noms-là, ces personnes-là ont sauté. Ça veut dire donc que c'est le nom national, le président de la République Paul Biya, qui gère vraiment ce pays. Donc pour ça, il est resté égal à lui-même. Voilà. Omer Mbadi, vous avez également été surpris par ce gouvernement, par la formation de ce gouvernement vendredi dernier? Surpris, en fait, quant au timing peut-être. J'étais surpris, mais maintenant quant à la composition,
Il faut être un observateur de la scène médiatique locale pour se rendre compte quand même que ça spéculait quand même depuis quelques mois et qu'il y avait quelques noms en termes d'entrée ou de sortie qui revenaient. Donc de ce point de vue, on ne peut pas être totalement surpris par effectivement le casting qui s'est élaboré, mais effectivement quant au timing, effectivement on a été surpris. D'autant plus qu'il y a quand même des échéances qui se précisent, mais je pense quand même qu'il fallait politiquement formuler une réponse. Formuler une réponse à un certain nombre de préoccupations. Je crois qu'on aura le temps peut-être de revenir par rapport à ça. Le jour-là, j'étais à Maroua. J'étais à Maroua avec le Mindeb, à qui il dit d'ailleurs bonsoir et félicitations, monsieur Joseph Betty Assobo, pour le maintien. Comme à Mindeb, on était là, on est arrivé à Yaoundé, Simalen, vers 19h30 comme ça. Je suis parti chez moi, mais on m'a appelé de loin. Vous ne pouvez pas imaginer, écouter la radio, quelque chose se passe. Dès que je suis entré à la maison, comme chef de politique, je devais rentrer à la radio. Tout à fait. Professeur Aboya, Manassé, bonsoir. Bonsoir, Lucrèce. Alors, en parcourant les décrets du président de la République, vous y voyez deux enjeux. Un enjeu politique et un autre conjoncturel, c'est bien cela? Bien entendu, un enjeu politique lié à l'agenda politique que nous sommes en année électorale. Nous sommes dans une année électorale. Et donc, le remaniement ministériel correspond à cette logique-là. Un enjeu conjoncturel parce qu'il y a les préoccupations de l'heure, notamment liées à la crise anglophone, à la demande sociale relative à la décentralisation. Or, on sait qu'en matière de demande en sciences politiques, il y a toujours cumulativement une demande et des réponses. Donc, naturellement, ces aspects-là sont mis en évidence pour encadrer la logique de ce remaniement ministériel. Alors, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Vous avez parlé tantôt de la réponse ou alors de la solution à la crise anglophone. On en discutera tout à l'heure. Des réponses qui transparaissent donc à travers ce gouvernement, notamment à travers la nomination de Paula Tangandji au poste de ministre de l'administration territoriale, mais également Paula Tangandji qui est originaire d'une des régions du Nord-Ouest, je disais donc, mais également la nomination d'une autre anglophone, cette fois-là au ministère des enseignements secondaires. Ce sont des actes majeurs qui ont été posés par le président de la République et je vous propose d'écouter quelques réactions des nouveaux promus sur cette question-là particulièrement. Il s'agit de ces ministres qui entrent dans le gouvernement, notamment Paula Tangandji et Paul Tasson, mais également Elung Che Paul. Le chef d'État, conformément à ses prises de parole récentes, à ses sorties récentes, a bien tenu compte des réclamations des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Honnêtement, je pense que le gouvernement reflète plus que jamais les promesses du chef d'État pour tenir compte de ces revendications afin de promouvoir ce vivre ensemble des Camerounais qui lui est très très cher. Par le passé, il y a eu des grands ministres de la Justice qui étaient les anglophones, les Egwe Tabi, les Benjamin Touin, les Simon Achiliachou à l'époque. Et bon, il faudrait que nous on prend ça comme c'est-à-dire le défi. C'est-à-dire nous sommes là pour travailler. C'est-à-dire il ne suffit pas seulement de demander à occuper certaines fonctions, mais il faut être au niveau aussi. Il faut relever le défi. Je pense que c'est une bonne chose pour les anglophones. Le chef de l'État a l'habitude de confier aux anglophones des postes stratégiques et des postes importants. C'est ce qu'il vient de faire en me nommant ma modeste personne à ce poste du ministère de l'administration territoriale. Et je crois qu'il confirme une fois de plus que vraiment il a toujours fait confiance aux anglophones depuis 1982 et qu'il a toujours d'ailleurs accordé aux anglophones un traitement préférentiel. Alors, Achou-Nienti, comment ces nominations ont-elles été accueillies dans les régions anglophones? Vous avez eu quelques échos?
Bon, pas tellement. Je ne me fie pas tellement à ce que les gens disent par rapport à ce genre de choses, puisque je n'ai pas encore fait une descente sur le terrain. Mais c'est, bon, mi-figue, mi-raisin. Hein. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas tellement contents, pour ne pas dire qu'ils sont fâchés. Vous voyez, c'est un peu nuancé là. Donc, c'est ça l'atmosphère au nord-ouest et au sud-ouest. Mais c'est très important, ce que le chef de l'État vient de faire. Vous savez, c'était ici, sur scène de presse, que j'avais dit dès les premiers jours que c'est monsieur le président Paul Biya qui a les clés de ces problèmes. Alors, parlant de clés, pour vous, c'est une des solutions à la crise ou alors une des réponses à la crise? Solution, je venais de le dire tantôt, ce n'est pas une potion magique, mais c'est une réponse forte qui va contribuer à décanter la situation sur le terrain. Parce que un anglophone qui est nommé comme ministre de l'administration territoriale, bien que ça n'a plus, c'est-à-dire le portfolio de décentralisation, c'est très important pour les anglophones. Ça c'est dingue. De deux, pour la première fois, un anglophone aussi est ministre de l'éducation. Bon, d'un ministère en charge de l'éducation, parce qu'il y en avait trois. Voilà, il y en a trois. Ministère de l'éducation de base, ministère des enseignements secondaires, ministère de l'enseignement supérieur. Et on pourrait même ajouter le ministère de la formation professionnelle. Ça faisait partie des revendications. Moi, j'ai eu le privilège d'être envoyé au sud-ouest par le directeur général de la CRT, M. Chandongo, au plus fort de la crise anglophone. Et j'ai écouté les gens. Les gens ont dit ces choses. Écoutez, nous, on n'a jamais eu un ministre de souveraineté. On n'a jamais eu un ministre de l'éducation. C'est désormais chose faite. Je crois, comme je l'ai écrit aujourd'hui dans une tribune à la radio, que, comme on dit en anglais, one good thing deserves another. Alors, Jean-Bruno Tanier, vous êtes intéressé au profil de ces entrants-là, notamment pour la Tangandji et Mme Pauline Nalova Yonga Egbe. Qu'est-ce qui ressort de cet examen, que je peux le dire ainsi? Qu'est-ce qu'il en ressort? Je pense qu'en ce qui concerne la crise anglophone, estimer que le choix d'un certain nombre d'individus à qui on a donné des postes ministériels viendrait résoudre la crise anglophone ou alors serait des solutions aux problèmes qui ont été posés, je pense que c'est, pardon de dire ça comme ça, ce serait se tromper de problème, c'est-à-dire que c'est oublier les revendications qui ont été portées. Je pense que les problèmes sont beaucoup plus... Sauf que ça fait partie des revendications également. Oui, mais au niveau du choix des individus, il faut dire que cela risque de produire l'effet contraire recherché. Parce que certains risquent de trouver dans le choix de certains hommes une forme de provocation. Sauf que le président use là de son pouvoir discrétionnaire. Oui, on est bien d'accord. Sauf que là aussi, la population a également la liberté de pouvoir apprécier le choix de tel ou de tel autre. Donc, quand on prend une personnalité comme M. Atangandji, à qui on confie le poste de ministre de l'administration territoriale, je pense que c'est assez osé. Et il faut être Paul Biya pour faire pareille chose dans le contexte de la crise anglophone, quand on sait comment cette crise a commencé et le rôle qu'il a joué à un moment donné. Il y a également le choix de Madame Nalova Lyonga qui devient ministre des enseignements secondaires. Il vous souvient l'ancien recteur de l'université de Buea. Vous vous souvenez justement des conditions dans lesquelles elle est partie de son poste de vice-chancellor de l'université de Buea. On peut également parler du maintien de l'actuel Premier ministre dans ses fonctions. Il a essayé ce qu'il a pu pour résoudre le problème anglophone. Ça n'a pas toujours été cela. Donc je pense que si on avait besoin de faire les choses en tenant compte des revendications des uns et des autres, on avait besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant que cela. Alors, sans que ça n'ait rien à voir avec les individus, mais pour ces fonction-là, on pouvait aller beaucoup plus loin. Et pour finir sur la question de la crise, les postes, je ne suis pas sûr que cela soit le véritable problème que posent les anglophones depuis quelque temps. Il va falloir à un moment donné qu'on amorce un véritable... Allez peut-être de là. On va revenir sur la question. Achunianti, vous avez quelque chose à dire sur les profils tels que présentés par... Non, je voulais seulement dire, depuis 8 ans, je suis chef de service politique à la CRTV et j'ai constaté quelque chose. Dans un gouvernement, on a besoin des gens loyaux, des gens fidèles. Vous savez,
Atangandji n'est pas né avec la crise anglophone. Atangandji est là, c'est le gouvernement. Lui-même, il a dit depuis le premier jour que Paul Biya est le maître, lui étant le serviteur. Et il n'a jamais tergiversé, il n'a jamais changé. Voilà quelqu'un qui a implanté le RDPC à Bamenda. À l'époque où tu n'osais même pas parler du RDPC à Bamenda. Mais il l'a fait. Voilà quelqu'un qui était l'un des premiers à dire que dans la crise anglophone, il y a des mains cachées, des agendas cachés. Et aujourd'hui, les faits lui ont donné raison. Les faits lui ont donné raison. Dans un gouvernement, vous avez besoin de gens qui peuvent mourir pour ce gouvernement, pas seulement des gens qui parlent dans la journée. Et quand c'est difficile, ils rentrent. Mais Atangandji fait partie de cela. Et je crois, moi, dans mon intime conviction, je crois que c'est pour ça